C'est un samedi soir ordinaire dans cette banlieue de Natal, dans le nord-est du Brésil. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, il était assis. Ils sont arrivés et ils lui ont tiré dessus. 2 motards auraient abattu cet homme de 39 ans, surpris dans son salon, alors qu'il regardait la télévision. Il y a un projectile là. La balle est entrée ici, non? Et aussi là, là et là. Il y a au moins 5 impacts sur le corps. Il a des perforations sur le bras parce qu'il a cherché à se protéger. Apparemment, les tueurs n'ont laissé aucune chance à la victime. Nous avons un impact d'arme à feu qui indiquerait que les auteurs auraient commencé à tirer depuis l'extérieur de la maison. Ils seraient entrés ensuite et la victime serait tombée ici. Et les traces de sang sur le mur indiqueraient que les tirs auraient atteint la victime à cet endroit et qu'elle serait bien morte là. Vous pensez qu'il cherchait quelque chose dans sa chambre? Je ne sais pas, mais à mon avis, ils ne sont même pas entrés. La lumière était éteinte. D'après les habitants du quartier, l'homme était homosexuel et vivait seul. Il cumulait les petits boulots de ménage et de bricolage. En fouillant la chambre, les policiers tombent sur une carte d'identité. Il s'appelle Joao, né en 2003, il a 17 ans. C'est peut-être un enfant à lui ou son petit copain. C'est important, il faut qu'on sache qui est cette personne. L'enquête se poursuit dans la maison d'à côté, où habitent les neveux de la victime. Non, je ne reconnais pas. Dans cette ville gangrénée par la violence des gangs, personne n'ose témoigner par peur des représailles. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Non, tout le monde était à l'intérieur. Tu as entendu quelque chose, toi? Juste des coups de feu et on a attendu que la police arrive pour sortir. Même pas un bruit de voiture ou de moto? Non, car on était côté cuisine. Vous avez eu peur, hein? Oui. Il y a eu combien de coups de feu? J'ai pas compté. Je n'ai pensé qu'à protéger ma fille et ma mère. L'inspecteur Vinicius tente une dernière stratégie pour les encourager à parler. Sur ce papier, c'est le numéro de téléphone pour les dénonciations anonymes. Je vous en laisse quelques-uns. Voilà, vous dites bien que c'est anonyme. Ça pourrait aider. La brigade des homicides de Natal traite en moyenne 4 meurtres chaque week-end. Une fois, j'ai eu 8 homicides quand j'étais de garde. En 24 heures? Oui, en 24 heures. On n'arrivait même pas à s'arrêter pour déjeuner. Natal, 800 000 habitants, est la capitale d'un des États les plus violents du Brésil. Son taux d'homicide est 2 fois plus élevé que dans le reste du pays et 30 fois supérieur à celui de la France. Ici, un meurtre a lieu toutes les 6 heures. Un vol toutes les 30 minutes. Des braquages à main armée dans les transports en commun, dans les magasins ou encore les stations essence. Les enlèvements ont lieu en pleine rue et en plein jour. Des quartiers entiers sont sous l'emprise des gangs. Ils contrôlent le trafic de drogue et imposent aux habitants un régime de terreur. Une violence que la police peine à endiguer, même en multipliant les opérations coup de poing. La première cible est au milieu du chemin. Ok, j'ai compris. On va devoir contourner. C'est ça, vous passez par là. Ce matin, 90 policiers s'apprêtent à partir sur le terrain, sous les ordres de René Lopez, le chef de la brigade des stupéfiants. Toi, tu vas aller dans cette voiture. Après des mois de surveillance,
Ces hommes ont identifié 16 cibles dans une des favelas les plus dangereuses de la ville. Les voitures de police franchissent à peine les frontières du quartier que les guetteurs lancent déjà des feux d'artifice pour signaler l'arrivée des forces de l'ordre. La favela est tenue par le syndicat RN, l'organisation criminelle la plus puissante de Natal. Poste-toi là. Police! Dans cette maison vit la famille d'un des chefs du gang. La voie est libre. Il y a quelqu'un d'autre ici? Non. Quel est votre nom? La policière va vous accompagner pour que vous vous habilliez. La femme et les enfants du trafiquant sont surpris en plein sommeil. Lui est absent. Il purge une peine de 16 ans de prison pour meurtre. Mais il continuerait à manœuvrer depuis sa cellule. Sa femme serait son bras droit. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai rien fait de mal. Je suis pas un bandit. Il y a des armes à feu ici? Il n'y a rien, je vous dis. Vous pouvez tout retourner si vous voulez. Le commissaire Lopez saisit plusieurs téléphones. Mais malgré une fouille minutieuse, rien d'illégal chez le chef du gang. À quelques rues de là, en revanche, une autre équipe vient de réaliser une prise dans une maison beaucoup plus modeste. Le père dit être peintre en bâtiment, la mère femme de ménage. Ils vivent avec 2 de leurs enfants adolescents. Ça, c'est du cannabis. Et ça, c'est probablement du crack. Car c'est dur. Il y a environ 4 kilos. Ça, c'est une balance de précision pour peser la drogue. Et un pistolet. Au Brésil, le port d'armes est autorisé, à condition d'avoir un permis. Au total, plus de 8 000 € de stupéfiants étaient dissimulés avec le pistolet sous le matelas des parents. Vous êtes un membre du syndicat? Non, non. Le crucifix, c'est l'emblème des membres du célèbre gang, le syndicat RN. Mais non, je porte ça depuis que je suis enfant. Tu fréquentes quelle église? Celle du père là-haut. Il s'appelle comment? C'est un gros, mais je me souviens pas de son nom. Comment s'appelle le pape? Le pape? Benoît? Ça fait longtemps que ce n'est plus le pape Benoît. Le père et la mère affirment que la drogue appartient à leur fils aîné, qui ne vit pas sous leur toit. Il vient de purger une peine de 14 mois de prison pour trafic de drogue. Je ne savais pas que mon fils avait planqué tout ça chez nous. Quand je suis partie hier, j'ai caché la clé à l'extérieur. On est au courant de rien. Comment est-ce qu'il a pu nous faire ça? Vous pensez qu'il va se rendre à la police? Je sais pas. Les parents, qui n'ont pas de casier judiciaire, sont arrêtés. Ne l'arrêtez pas. Elle est innocente. Leur fils cadet, âgé de 15 ans, est aussi emmené par les policiers. Ils ont trouvé des munitions en évidence sur son lit. La famille a-t-elle été piégée par le fils aîné ou est-elle coupable de trafic de drogue? Expliquez-moi une chose. Pourquoi on a trouvé 4 tablettes de crack sous votre matelas? L'odeur est quand même forte, vous n'avez rien senti? Non, je suis rentrée tard hier soir. J'étais crevée. J'ai cuisiné et je suis allée me coucher. J'ai demandé à ma fille, est-ce que ton grand frère est venu? Elle m'a dit oui. Il est passé à la maison. Vous n'êtes pas trafiquante? Mais non, je travaille, je trime. Je lave du linge pour 5 €. Vous avez un avocat? Non, je n'en ai jamais eu besoin. De toute façon, j'ai pas les moyens de m'en payer.
L'interrogatoire est soudain interrompu. Un avocat s'est présenté comme par enchantement pour défendre la mère. Voici votre avocat. C'est son fils aîné qui m'a engagé. Je ne sais pas si c'est lui qui me paye. Je ne demande pas. Ce n'est pas mon problème. En envoyant son avocat, le fils veut-il s'assurer que sa famille n'en dise pas trop sur le gang. En tout cas, les policiers n'obtiendront aucun aveu de la femme, de son mari, Assieds-toi là. ni de leur fils, lui aussi étroitement chaperonné par l'avocat. Tu as déjà été arrêté? Jamais. Tu peux parler, mais tu as aussi le droit de garder le silence. Tu as vu avec ton avocat? Oui, je vais garder le silence. L'adolescent sera remis en liberté le lendemain. Il risque une peine de 3 ans d'enfermement dans une maison d'arrêt pour mineurs. Ses parents, eux, encourent jusqu'à 28 ans de prison. On avait pourtant dit à notre fils aîné de suivre une autre voie, de vendre des bouteilles d'eau, des légumes. Quand il était en prison, il m'avait promis qu'il arrêterait tout ça. Et nous voilà ici, son père, son frère et moi, alors que nous n'avions jamais eu affaire à la justice. Nous sommes à la brigade des stupéfiants avec cette saisie suite à une opération. 90 policiers mobilisés pour seulement 4 kilos de drogue ce jour-là. Une débauche de moyens pour un maigre butin. Mais le commissaire Lopez veut montrer à la presse locale qu'à défaut d'être efficace, la police occupe le terrain. À Natal, depuis 1 an, les saisies de drogue ont été multipliées par 10. Toute la marchandise termine ici, dans cette usine d'incinération. 380 kilos sont brûlés ce matin-là, essentiellement du cannabis et de la cocaïne. Allez, c'est parti. L'équivalent de 6 mois de saisie. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? De la gratitude. C'est le moment où on voit le résultat, la finalité du travail que l'on abat tous les jours. Le Brésil est devenu une des plaques tournantes du trafic de cocaïne dans le monde. Le volume de drogue interceptée a triplé ces 5 dernières années. C'est une lutte sans fin. Plus on en confisque, plus il y en a en circulation. C'est comme sécher des glaçons, comme on dit ici. On n'a pas le droit de se décourager, sinon c'est la société qui sera perdante. Une police impuissante face au trafic de drogue et à la violence qui en découle. Après 10 mois d'enquête, l'inspecteur Hernani Leite est en passe de résoudre une affaire d'homicide. Roule plus vite. On est déjà proche, là. On est entré dans le lotissement. Accélère. Appuyé par 2 autres équipes, il s'apprête à arrêter cet homme de 34 ans. Il aurait assassiné un membre d'un gang avec une arme à feu, sous les yeux de la famille de la victime. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Il est aux toilettes. Ouvrez la grille. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. On ne fait que notre travail. On doit boucler cette affaire. La femme du suspect ouvre aux policiers. Je veux pas que mes enfants me voient comme ça. S'il vous plaît. On va aller chez mamie. Habillez-vous et suivez-nous, s'il vous plaît. Ok. Je ne vais pas vous passer les menottes, mais si vous réagissez, on le prendra pour une menace. Ok. On sait que vous portez des armes parfois. Est-ce que vous êtes armé, là? Non. Ok, habillez-vous, mettez les mains dans le dos et baissez la tête. Je vais pas m'enfuir. Je vais collaborer. J'ai rien à voir avec cette histoire. La police dispose pourtant d'un indice accablant contre cet employé d'une société de sécurité privée, père de 2 enfants. Calme-toi. Écoute, appelle l'avocat, Maître Joao, et reste calme. Pour le suspect, tout a basculé il y a 3 semaines.
Il se fait contrôler par hasard par des policiers. Ils lui confisquent son revolver, qu'il détient illégalement. Baissez la tête. Les tests balistiques prouvent que c'est l'arme qui a servi à tuer le membre du gang près d'1 an plus tôt. Vous niez vous être rendu dans la maison de la victime ce soir-là, correct? Correct. Mais pour la détention d'armes illégales, j'assume ma responsabilité. L'homme nie le meurtre, mais reconnaît avoir eu une violente altercation avec la victime et sa bande avant les faits. Ils ont essayé de me tuer, parce que je travaille dans la sécurité. J'ai porté plainte au commissariat d'ailleurs. Ce jour-là, ils ont laissé tomber un téléphone portable que j'ai remis à la police. Il était rempli de noms et de numéros de téléphone de membres du syndicat RN. Après cette agression, j'ai dû me débrouiller pour trouver une arme. Parce que vous savez, quand on appelle la police, elle répond qu'elle ne vient pas dans notre quartier parce qu'il est trop dangereux. L'inspecteur est persuadé que le suspect a voulu se faire justice lui-même suite à l'agression du gang. Il est incarcéré. C'est possible qu'il ait tué la victime par peur qu'elle ne le tue avant. Ces vengeances sont très courantes au Brésil. Si la police avait plus de moyens, si la justice allait plus vite, les gens seraient jugés rapidement et les criminels seraient plus souvent condamnés. Il n'y aurait plus ce problème d'impunité. Au Brésil, plus des 2/3 des homicides ne sont jamais élucidés. Et très souvent, les proches de victimes se sentent abandonnés par les autorités. Comme Cristina et son mari Joao. Cette serveuse au chômage et ce gardien d'immeuble attendent depuis 1 an que la police arrête les meurtriers de leur fils Eduardo. Il serait mort à 23 ans pour une console de jeux vidéo. Là, il nous avait rendus très heureux en obtenant son tout premier diplôme. Il avait 16 ans. Il avait toujours le sourire. Cette photo, il me l'avait envoyée en me disant « Regarde maman, comme ton fils est charmant ». Eduardo était vendeur dans une boutique de cierges et d'objets religieux. Ils vivaient en couple. Un jeune homme sérieux qui n'avait jamais fréquenté les gangs du quartier. Il serait tombé dans un guet-apens. Quelques jours avant sa mort, il avait mis en vente une console de jeu sur Internet, 200 €. 2 adolescents répondent alors à son annonce et lui donnent rendez-vous. D'après les voisins qui ont tout entendu, Eduardo n'arrêtait pas de répéter « Ne me volez pas ma console, s'il vous plaît, vous m'aviez dit que vous l'achèteriez ». Mais comme il a mis un peu de temps à lâcher son sac, ils ont tiré et il est mort sur place. Les secours sont arrivés et sont restés 10 minutes à l'extérieur de la résidence, alors qu'Eduardo agonisait. Ils attendaient que la police arrive sur place pour rentrer, parce que le quartier était trop dangereux. Impossible pour ses parents de faire leur deuil tant que les tueurs de leur fils sont en liberté. 1 an après le meurtre, l'enquête est en train de prendre un tournant décisif. Un des 2 suspects vient d'être arrêté, il a 19 ans. Nous l'appellerons Luis. Je suis ici avec un mandat de perquisition. On peut aller dans votre chambre ? 11 jours seulement après le meurtre, Luis avait été identifié grâce au message qu'il avait échangé avec la victime au sujet de la vente de la console. Mais à cause d'un cafouillage administratif, la police n'avait pas obtenu de mandat. C'est quoi ce téléphone ? Je l'ai acheté il y a longtemps. Il a un problème, il ne marche plus. 1 an après les faits, plus aucune trace de la console de jeux vidéo. Pas de drogue ni d'armes non plus. Luis affirme avoir rompu avec ses mauvaises fréquentations. Il a trouvé un travail de vendeur et a déménagé dans un quartier plus favorisé chez son grand-père, où vivent aussi sa mère et son beau-père.
Il n'est pas dangereux. Pourquoi vous le mettez en prison? Il n'est pas dangereux. Ne fais pas de bêtises et on va se battre. Ok? Je suis désolé. Luis assure qu'il n'a pas tué Eduardo. Mais il reconnaît lui avoir tendu un piège pour rendre service à un de ses amis, surnommé Junior. Mon ami est venu chez moi pour me demander de lui trouver une console de jeu. J'ai cherché, j'ai trouvé. Puis il m'a dit, toi, tu vas juste conduire la moto. J'ai dit OK. Tu devais gagner combien? C'était juste pour l'aider parce qu'il devait de l'argent à des gars, comment dire... Des membres de son gang? Oui, je voulais juste l'aider. Tu savais qu'il avait une arme? Oui, j'étais au courant. Junior a tiré parce que le mec a voulu lui prendre son arme. Ok, on va essayer de le trouver pour confronter vos versions. Luis se souvient précisément des faits. Mais quand il s'agit d'identifier son complice, sa mémoire flanche. Tu ne connais pas son vrai nom? Non, je ne sais pas. Tu dis qu'il a un tatouage. Tu te souviens comment il était? Je me souviens pas. Un dessin? Un nom? Je sais plus. Tu ne sais rien d'autre sur lui? Son père, c'est un grand. Il vend des trucs pour le gang en bas de la résidence. L'inspecteur pense que Luis a donné volontairement le minimum d'informations. Comme ça, si le gang lui demande des comptes, il pourra dire qu'il n'a dénoncé personne, qu'il a juste donné quelques éléments sous la pression de la police. Il sait bien que s'il balance, il ne survivra pas longtemps. Luis affirme n'avoir jamais appartenu à aucun gang. Mais selon lui, personne ne peut se soustraire à leur loi. Par exemple, si la police débarque, ils tapent à ta fenêtre. Ils te forcent à cacher leurs trucs. Sinon, tu auras des problèmes. Ils te passent une arme, de la drogue. La police arrive et ils ne peuvent pas s'échapper. Alors ils viennent carrément se cacher chez toi. Ou alors, ils planquent des choses dans ta maison, puis repartent. Dans ces quartiers, c'est impossible, entre guillemets, de ne pas se retrouver mêlé à tout ça. Luis encourt jusqu'à 30 ans de prison pour vol suivi de meurtre. S'il est prouvé qu'il n'a été que complice, sa peine sera réduite d'un tiers. Monsieur Joao? C'est Larissa, vous allez bien? Une policière des homicides s'empresse de contacter le père d'Eduardo, la victime. Le mandat a été exécuté. On a arrêté le garçon. Ça me soulage le cœur. Je sais. Il va payer pour ce qu'il a fait. Exactement. Et vous et votre femme, vous aurez un tout petit peu de réconfort. Au revoir. Près de 50 000 personnes sont victimes de meurtres chaque année au Brésil, le 10e pays le plus violent au monde. Les chargeurs rangés dans vos ceintures. Pour 140 €, Luana s'offre un baptême du feu. Allez les filles, allez-y en premier. Ok? Repérez bien votre cible, ok? À tous les tireurs, à partir de maintenant, plus personne sur la piste. Préparez-vous et soyez attentifs. Chargez vos armes. Si vous avez peur, pas de panique. Et gardez bien le canon pointé vers l'avant. Attendez. Calmez-vous. Attendez que je vous donne l'ordre de tirer. Putain, je lui ai collé une balle en plein milieu. Feu! J'ai tout mis dans le mille. Niveau adrénaline, je suis au maximum. T'as vu, c'est marrant, quand tu lui mets une balle dans la tête, tu marques moins de points. Si c'était un bandit, j'aurais pu le buter. Je l'aurais tué. Fais-moi un sourire. Luana est venue avec son mari Victor. Alors, c'était comment?
C'était trop bon. De l'adrénaline pure. Regarde comme je tremble. Tu vas vite devenir accro. Dans ce stand de tir, l'un des 2000 du pays, personne ne cache son orientation politique. On n'oublie pas Bolsonaro 2022. 22, 22, 22, 22. 22, c'est le numéro attribué au candidat Bolsonaro sur les urnes électroniques pour l'élection présidentielle qui se tient aujourd'hui. Luana et Victor vivent à Goiânia, dans la région du centre-ouest brésilien. Ici, lors de la dernière présidentielle de 2018, 75% des électeurs ont voté pour Bolsonaro, le Trump des tropiques. Dans cette ville d'1,5 million d'habitants, on recense 36 homicides par semaine, un chiffre dans la moyenne nationale. Quand on va quelque part et qu'on sort de chez nous, on quitte notre zone de sécurité. À partir d'ici, je sais que nous courons un risque. À n'importe quel moment, un motard armé peut surgir et nous agresser. Le couple vit au 23e étage de cette tour sécurisée. Ouverture des portes par empreinte digitale, caméras de surveillance et gardiens 24 heures sur 24. Tiens, tu as de l'eau ici. Elle est chargée de communication. Lui, chanteur de musique traditionnelle, donne des concerts dans des bars et des restaurants. Vous en êtes où du nouvel album? On va bientôt enregistrer. Un couple de la classe moyenne, particulièrement sensible au discours sécuritaire du président Bolsonaro et à ses appels à l'autodéfense. Le taux de criminalité au Brésil m'a toujours beaucoup inquiété. Et Luana a peur aussi. J'aimerais avoir quelque chose avec moi pour me défendre. J'ai vraiment changé d'avis sur les armes. Avant, je les voyais comme quelque chose de mal, seulement fait pour tuer. Maintenant, je suis convaincue que c'est le meilleur moyen de me défendre. Ce que vous voulez, c'est vous faire justice vous-même? D'une certaine manière, oui. Parce que malheureusement, nos lois font qu'un criminel est libéré le jour suivant du crime qu'il a commis. Et cette personne va continuer à voler. Et demain, cette personne va venir vous agresser, vous, moi ou Luana. Alors vous voulez vous faire justice vous-même? Non, je veux pouvoir me défendre. La loi interdit le port d'armes dans la rue. Tu as pris les clés de la voiture? Mais les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir. Luana et Victor ont décidé de franchir le pas. Ces dernières années, les formalités pour posséder une arme en toute légalité ont été simplifiées. Première étape pour les apprentis flingueurs, un rendez-vous chez une psy assermentée par la police fédérale. Ça fait un moment? Ça vous rappelle le collège? Le test est divisé en 4 parties. Je vais d'abord tester votre personnalité, votre attention et aussi votre mémoire. Et la dernière partie, ce sera des tests cognitifs. Pas d'entretien, juste 1 heure de test, des interprétations d'images et d'analyses graphiques censées évaluer l'impulsivité ou l'agressivité. C'était vraiment tranquille. Prix du test, 30 €. La psychologue reçoit 360 candidats par mois, 11 000 € de revenus mensuels, 47 fois le salaire minimum au Brésil. Et voici vos résultats et les documents attestant que vous êtes apte à manipuler les armes à feu. Mon évaluation atteste de vos aptitudes d'un point de vue psychologique. Taux de réussite des aspirants à la gâchette, 98%. Merci beaucoup. Reste une épreuve, pratique celle-ci, dans un stand de tir. Au Brésil, il s'en ouvre un par jour depuis 2019. Diogo est le propriétaire du club IWS à Goiânia. On y va. Vous avez 2 séries de 2 tirs pour valider le test. Là, tu vas vraiment sentir la douleur de l'impact. Pour l'examen, les candidats tirent sur une cible à 15 mètres avec un fusil de calibre 12. Enlève la sécurité ici. Là, c'est bon? Tu peux y aller et tirer. Vise le centre de la cible. J'ai peur d'être projeté par terre avec l'impact. Pour Luana,
L'épreuve du feu a été violente. Elle parvient tout de même à atteindre la cible 2 fois sur 4. Tu lui as mis une bonne cartouche. Un score suffisant pour obtenir son habilitation. Ils recevront leur licence officielle dans 1 mois, contre 1 an avant l'élection de l'ex-militaire Bolsonaro. Pour Victor, pas besoin d'aller bien loin pour choisir son calibre. Diogo, le patron du stand de tir, est aussi armurier. Quel est ton budget? Au maximum du maximum, 1 500 €. Là, c'est un pistolet Taurus, l'un des moins chers. Il coûte 750 €. Mais il est très petit. Je te conseille de dépenser un peu plus. Si tu veux, on a cette option, c'est un pistolet tactique. Mais là, on est un peu au-dessus de ton budget. On est à 2 300 €. Tu as la visée laser, et ici, tu as le silencieux. Au Brésil, les armes sont 3 fois plus chères qu'aux États-Unis. En cause, des taxes d'importation très élevées. Il y a 3 ans, Bolsonaro a tenté de les supprimer. La Cour suprême fédérale s'y est opposée. Cette arme, c'est celle qui est dans le James Bond. Tiens-la pour essayer. C'est incroyable, ce truc. En seulement 3 ans, comme Victor, près de 600 000 citoyens se sont armés. Une aubaine pour les vendeurs de fusils et de pistolets. Le World Combat Conference, le plus grand événement tactique d'Amérique latine. L'une des principales foires aux armes au Brésil se tient sur la base Armalite, un immense club de tir créé par un millionnaire proche du clan Bolsonaro. Démonstration des forces spéciales et déguisement, chasse, pêche et tradition de rigueur. Il flotte sur le Brésil comme un parfum d'Amérique. Un événement immanquable pour Diogo. Ancien ingénieur dans la construction, ça c'est bien pour l'autodéfense. Il a ouvert son armurerie en 2019. 300% de chiffre d'affaires en plus chaque année, 1000 armes vendues l'an passé. Diogo est constamment en quête de nouveautés. Parle-moi de celle-là. Ça, c'est notre dernier calibre 12. Tu penses que ça va intéresser beaucoup de gens? Oui, on a eu déjà beaucoup de commandes. C'est une vraie fièvre, mais une bonne fièvre. Désormais, chaque licencié d'un club de tir peut posséder jusqu'à 60 armes, contre 6 auparavant, et même de très gros calibres. Allez, viens voir. Comme ce modèle du géant israélien IWI, inventeur du célèbre pistolet mitrailleur Uzi. C'est une semi-automatique? Semi-automatique et rotatif. Tu appuies ici et tu tournes. Tu appuies où? Tu appuies ici et tu tournes. Et ça te met 5 balles de plus dans le canon. Un business florissant, suspendu au résultat de la présidentielle. En cas de victoire, Lula, le candidat de gauche, a déjà prévenu. Il fermera tous les clubs de tir du pays. Celui-ci, il sort en novembre, après l'élection. Alors on va prier pour que Bolsonaro reste au pouvoir. La star du salon, c'est Eduardo Bolsonaro, 38 ans, député et fils du président. Beau t-shirt! Face à un public conquis, Eduardo Bolsonaro. Bolsonaro Junior vient défendre les idées de papa. Statistique à l'appui, il justifie sa politique pro-armes qui aurait un impact significatif sur la baisse de la criminalité. Au Brésil, personne ne croit au lien entre augmentation des armes et diminution des crimes. Regardez ici la courbe des homicides par arme à feu, même si je trouve ce chiffre bien bancal parce qu'il faudrait faire la différence entre légitime défense et crime. Il faut bien distinguer la bonne violence de la mauvaise violence. Et ici, ce sont les ventes d'armes à feu. Et vous pouvez voir que plus les armes sont vendues, plus les homicides baissent. Une interprétation contestée. Pour les instituts de recherche, la baisse s'explique par une trêve dans la guerre des gangs. Le fils oublie aussi que cette diminution était déjà amorcée avant l'arrivée de son père au pouvoir, début 2019. Mais imperméable aux critiques, le clan Bolsonaro veut aller encore plus loin.
Si votre père est réélu, il va autoriser le port d'armes même dans la rue? Je le crois, oui. Les gens ont le droit à la légitime défense, et cela a un effet sur la sécurité publique. Si vous donnez accès aux armes à la population, vous envoyez un message aux criminels. Faites attention, votre victime peut être armée. Quoi qu'en pense Eduardo Bolsonaro, plus d'armes en circulation dans le pays, c'est aussi plus de dérapages. Pas une semaine ne passe au Brésil sans son lot de meurtres commis par des licenciés de clubs de tir. Pedro a perdu son neveu il y a 2 mois. C'est à cet endroit que le drame est arrivé. Il y a encore des restes de sa voiture qui s'est fracassée sur ce poteau. Le 7 août dernier, Lindomar da Silva, chauffeur de bus, rentre du travail au milieu de la nuit. Il percute une voiture stationnée sur le bas-côté. Le propriétaire du véhicule sort aussitôt de chez lui et tire sur la voiture. La balle finit dans le dos du conducteur. 400 mètres plus loin, la vie de Lindomar, 34 ans, se fracasse contre un poteau électrique. Patricia, sa sœur, et Pedro attendent toujours les résultats de l'enquête. Là, c'est lui avec son uniforme de chauffeur de bus. Ses 2 plus grands enfants, qui ont 12 et 15 ans. Sa plus petite fille demande toujours où est son père. Elle dit qu'elle veut aller à la plage, qu'elle veut s'amuser avec lui, qu'elle veut passer du temps avec son papa. Elle ne sait pas qu'il est mort. Ma belle-sœur lui a dit qu'il est parti faire un voyage. Elle n'a pas la force de lui raconter la vérité. L'auteur du coup de feu, un entrepreneur de 30 ans, inscrit dans un club de tir, possédait 3 pistolets et une carabine, enregistrés légalement à son nom. Il a été libéré en attendant son procès contre une caution de 10 000 €. Il a l'autorisation d'avoir une arme, mais cette autorisation ne lui permet pas de sortir armé dans la rue. En aucun cas, cette arme ne pouvait sortir de son domicile. C'est de la pure folie. Aujourd'hui, tout le monde a une arme. Tous ceux qui ont de l'argent achètent une arme. Sauf que là, ça tue. Et ça fait souffrir des familles. Ceux qui ont mis ces lois en place n'en ont rien à foutre de nous, les pauvres. Tous ces gens qui ont des armes, ils se sentent les rois du monde. Ils tirent sans se poser la question de savoir si en face il y a un père de famille qui rentre du travail fatigué et qui s'est endormi au volant. Des meurtres, des actes de violence et des centaines d'accidents domestiques aussi. Eliseo avait 11 ans lorsqu'il a perdu la vie, tué par son père le 27 mai dernier. Mateus Assunção est le seul témoin du drame. Cet armurier était venu voir la famille pour une transaction. Le père m'a dit qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il avait besoin de vendre ses armes. Alors j'ai été chez lui. Ça s'est passé exactement comme ça. Il a levé l'arme. Je ne peux pas te dire s'il avait le doigt sur la gâchette. Je n'ai pas vu. Mais au moment où il a soulevé l'arme, le coup est parti. L'enfant était à 1,50 m et il a été touché. Le petit Eliseo meurt sur le coup. Quelques minutes plus tard, son père tente de se suicider d'une balle dans la tête. Il se retrouve aujourd'hui avec le visage sévèrement mutilé. Il parle de l'enfant tout le temps. Il montre des photos de l'enfant tout le temps. Moi aussi, je suis dans un club de tir. J'ai une arme. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivé à la maison après l'accident, ça a été d'enlever les munitions de mes armes qui étaient prêtes à être utilisées. Je les ai mises dans un endroit sûr, je les ai cachées et je les ai démontées totalement parce que moi aussi j'ai un enfant du même âge. La semaine dernière encore, dans le nord du pays, un enfant de 3 ans a tiré sur son jumeau avec une arme que leur père avait laissé traîner. Des drames qui ne dissuadent pas certaines familles avec enfants de conserver des armes à la maison. T'as déjà nettoyé celui-là? Non, pas celui-là. Regarde, il est sale ici. Paolo laisse son fils Heitor, 5 ans, manipuler ses 2 pistolets lorsqu'ils sont déchargés. Une démarche qui se veut pédagogique selon lui. C'est là qu'il faut appuyer pour enlever le chargeur? Oui, ça c'est le bouton pour enlever le chargeur. Vous pensez vraiment que la meilleure des solutions pour éviter un drame, c'est de faire ça? Oui, c'est certain.
Je veux tout faire pour ne pas attiser sa curiosité de manipuler nos armes. Que l'on soit là ou pas, que les armes soient cachées ou pas, l'idée c'est ça, c'est que sa curiosité ne le pousse pas à faire des bêtises. Son père lui a même acheté une arme factice pour qu'il apprenne ce que Paolo appelle les bons gestes. Quand on manipule une arme, il faut toujours diriger le canon vers le bas. Oui, c'est ça, l'arme pointée vers le bas. Et quoi d'autre? C'est seulement au moment de tirer que l'on peut mettre le doigt sur la gâchette. Parfait, merci. De rien. Paolo et sa femme Fabiola voteront aujourd'hui Bolsonaro. Quel que soit le résultat du scrutin, la culture des armes est maintenant solidement enracinée. Un héritage que le Brésil devra porter pendant des générations. Amen, mes enfants. C'est le pasteur Arnaldo Barros. Dans cette prison, Arnaldo Barros est comme chez lui. Dans sa jeunesse, il y a été incarcéré pour trafic de drogue. Aujourd'hui, il y prêche la parole de Dieu 2 fois par semaine. Je suis connu comme le pasteur qui défend le crime. Je ne défends pas le crime, je défends les droits. Vous êtes en prison, mais vous avez des droits garantis par la Constitution brésilienne. Derrière ces barreaux, des trafiquants de drogue, des braqueurs, des assassins, entassés à 15 dans de petites cellules par 40 degrés, sans ventilateur ni électricité. Je vous comprends, parce que j'ai été à votre place. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de visite. Je sais ce que c'est d'avoir envie de manger une entrecôte. Dans ma cellule, j'ai réfléchi et je me suis dit, liberté. Tant que tu ne prendras pas la décision de changer, tu vivras dans la rage. Tu vivras dans la haine. Parce que quelqu'un a pris tes 2 kilos de cocaïne. Parce que quelqu'un a pris ta drogue, a pris tes armes, t'as tout pris. Tu as la rage. Et tu te retrouves à faire 100% confiance, 100% confiance à un avocat, alors que le seul avocat fidèle, c'est Dieu. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez de David? Il en avait pris pour 100 ans. Et puis il a dit, « Je veux Jésus! Je le veux !» Tout a changé pour lui. Les juges l'ont libéré. Aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris sa décision. Il a décidé qu'il voulait Dieu. Qu'est-ce que vous apportent les visites du pasteur? On aime bien quand il vient. Ses paroles nous font réfléchir. Et la journée passe plus vite. Parce qu'ici, c'est les ténèbres. C'est pas contradictoire d'être criminel et de croire en Dieu? Tous les criminels ont peur de Dieu. Tous les criminels ont besoin de Dieu dans leur cœur. C'est pour ça qu'on aime bien qu'il vienne prêcher. Son message nous va droit au cœur. La misère carcérale. Du pain béni pour les églises évangéliques. À l'extrême ouest du Brésil, l'Acre, l'un des États les plus pauvres et les plus violents du pays. Bordé par les frontières péruviennes et boliviennes, la principale porte d'entrée de la cocaïne. Un trafic qui donne lieu à une guerre sans merci entre gangs rivaux qu'on appelle ici les factions. Plus de 1000 morts ces 6 dernières années. Pour faire reculer la violence, l'État, dépassé, s'en remet aux prédicateurs évangéliques, les seuls que les criminels écoutent et respectent. Le centre pénitentiaire Francisco de Oliveira Conde. 1600 places, 2 fois plus de prisonniers. En 2016, 4 détenus meurent dans un affrontement entre gangs rivaux. Depuis, ces factions sont séparées les unes des autres, dans différents bâtiments.
Dans ce pavillon, 200 prisonniers, pour seulement 3 surveillants. La fouille des cellules, quotidienne, ne se fait qu'avec l'appui des forces spéciales de la prison. C'est vide, on avance. Durant l'heure de la promenade et à l'abri des regards. Le directeur du pénitencier supervise l'opération. Parfois, ils se servent des lames de rasoir pour couper, parfois pour blesser quelqu'un. Souvent, ils attachent les 2 lames ensemble pour en faire une arme plus résistante. Comme ça, ils peuvent couper la gorge de quelqu'un. Et les rasoirs sont interdits? Non, ils ont le droit d'avoir un rasoir. Mais s'ils enlèvent la lame, c'est qu'ils ont de mauvaises intentions. La prison est équipée d'un système de brouillage des réseaux téléphoniques, ce qui n'empêche pas les détenus de communiquer. Ce sont des mots qui viennent d'autres pavillons. Tentative d'évasion, paiement, on y trouve un peu de tout. Là, ça parle d'une marchandise que le détenu a consommée et dont le paiement doit être effectué par quelqu'un qui va lui rendre visite. On arrive à avoir beaucoup d'informations par le biais de ces mots. Je vérifie si les barreaux n'ont pas été coupés. Parfois, il les scie, puis recolle avec du savon avant de les forcer le soir. Il faut vérifier tous les jours, sinon on trouve des trous. Ils enlèvent des morceaux de fer de la structure de leur lit, à ce niveau-là. Et avec ces bouts de fer, ils grattent comme ça, jusqu'à ce que ça fasse un trou. Il y a 2 ans, la prison connaît la plus grande évasion de son histoire. Au petit matin, après avoir percé les murs de leur bâtiment, et grâce à des cordes faites de draps, 2 cellules entières parviennent à se faire la malle. 26 détenus en tout, dont plusieurs condamnés pour homicide. Après la fouille, les détenus regagnent leurs cellules. Ils n'en sortiront plus de la journée. Ici, pas de radio, pas de télé, quasiment aucune possibilité d'étudier ou de travailler. Des conditions de détention condamnées par la Cour suprême du Brésil. Manque de personnel, prétend le directeur. Pour éviter la révolte chez les prisonniers, en évangélique convaincu, ils préfèrent s'en remettre à Dieu. La religion les aide, parce que même si les détenus sont dans des conditions difficiles, déplorables, même s'ils sont dans des cellules étroites, d'une certaine manière, la foi leur donne une forme de paix intérieure. À mon avis, la religion est le seul chemin. C'est le meilleur moyen de réinsérer ces détenus dans la société. Chaque mois, une 50aine de prisonniers se convertissent à l'évangélisme, sous la houlette d'anciens détenus autoproclamés pasteurs. Au Brésil, plus grand pays catholique du monde, les protestants évangéliques représentent aujourd'hui 1/4 de la population. Les pasteurs recrutent auprès des plus défavorisés, à qui ils promettent une renaissance. Ce qui compte, c'est de faire la volonté de Dieu. Ils ont été lapidés, ils ont été arrêtés, mais ils n'ont pas cessé de mettre en œuvre la volonté du Tout-Puissant. Gloire à Dieu! Jésus est le seul capable de sauver. Et la Bible est la seule parole de Dieu. Tu y crois? Oui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois convertis, les détenus épousent les règles rigoristes de ces églises et renoncent à toute forme de tentation. Fini l'alcool, la drogue, le sexe hors mariage et surtout, fini la violence et les factions.
Du fin fond de mon cœur, je ne veux plus en entendre parler. De tout mon cœur, je ne veux plus jamais retourner dans le crime. J'ai fait des erreurs, mais grâce à Dieu, j'ai changé. Depuis 3 ans, la direction a créé un pavillon dédié exclusivement à ces apôtres de la non-violence. Une première au Brésil. La gestion du bâtiment a même été partiellement déléguée à certains détenus, reconnus par les autres comme des pasteurs. Ils distribuent l'eau potable, la nourriture, assurent les offices. Le Seigneur va changer ta captivité, et garde même les clés des cellules. Ici, il n'y a jamais eu la moindre tentative d'évasion. Pourtant, la densité de population y est la même que dans le reste de la prison. 18 détenus pour 20 mètres carrés. 4 fois plus qu'en France pour une cellule de taille équivalente. Jesse a 37 ans. Il purge une peine de 70 ans pour un triple meurtre. Sans la rencontre avec Jésus, les détenus condamnés à de longues peines deviennent fous. Ils essayent de s'enfuir, ils se suicident. Moi, je n'ai jamais eu le courage de me tuer. Alors je me disputais tout le temps avec les autres détenus. Je pensais que tôt ou tard, l'un d'eux finirait par me tuer. Sans Jésus, je ne sais pas à quoi ressemblerait ma vie. Les bleus, mettez-vous là, et les rouges là-bas. Avec ses compagnons de cellule, Jesse a monté un groupe de théâtre. Les costumes sont bricolés grâce aux gamelles de repas. Vous connaissez déjà vos positions. Nous allons commencer la répétition. Soldats, tenez-vous prêts, marche! Toutes les scènes jouées sont inspirées de la Bible. Régiment, halte! Général, une armée marche vers nous. Bon, il faut que vous coordonniez vos pas au même tempo. Faites bien droite, gauche, marchez ensemble. Tous ces comédiens en herbe ont à leur actif une sérieuse carrière criminelle. Voici Eds. Il a été condamné pour homicide. Il a l'air sympa comme ça, mais c'est un braqueur. Alors lui, je peux en parler ou pas? Oui, vas-y. Bon, il a été condamné pour viol sur mineur. Lui, il a été condamné pour trafic de drogue. Il n'est même pas d'ici. Il était venu importer de la drogue d'un autre État, et ça n'a pas marché. Allez, on reprend. S'ils jouent aujourd'hui aux petits soldats de l'Antiquité, tous se sont livrés jadis une guerre bien réelle. Lui appartenait au clan du PCC et l'autre au commando Vermelho. Ça aurait été impossible de les voir ensemble. S'ils ne s'étaient pas entretués, les factions leur auraient ordonné de le faire. Et aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est mon copain de cellule. Tout le monde ne vit pas, comme Jesse, une sincère rencontre avec Dieu. Certains se convertissent de manière plus intéressée. Edson, l'ancien braqueur, est devenu évangélique pour ne pas perdre sa femme. Ça, c'est mes petites crèmes. C'est là que je range mon rasoir, ma Bible. Il a aménagé au mieux son espace personnel, car dans cette prison, il n'existe pas de parloir intime. J'utilise ce rideau pour les visites de ma femme. On a nos rapports ici, on ferme tous les rideaux, et comme ça, on a un peu d'intimité. C'est comme si c'était une chambre. Elle ne lui a pas laissé le choix. Soit il se convertissait pour quitter la faction, soit elle divorçait. J'étais entre le lion et le jaguar. J'étais au milieu. Si j'allais d'un côté, on me mangeait. Si j'allais de l'autre, aussi.
Il a fallu choisir, je voulais changer, j'ai choisi l'Église. De toute la cellule, Edson est le dernier à qui sa femme rend encore visite. Depuis l'incarcération de son mari, Domingas élève seule Esther, 6 ans, et Rebecca, 9 ans. Là, je dormais. Et il se promenait avec les filles. Il était très attentionné. C'était un père très protecteur, très présent. C'était un mari romantique. C'est pour ça que je me suis attachée à lui. Edson ne devrait pas sortir de prison avant 10 ans. Il voulait avoir beaucoup d'argent. Et surtout, il voulait être connu. Il avait cette envie-là. Il avait envie d'être regardé, d'être admiré. Et plus le crime est grave, plus la personne est admirée. Comme beaucoup d'habitants des quartiers pauvres, Domingas subit au quotidien la violence des factions. On entend beaucoup de tirs. Mes filles et moi, on est traumatisés. L'autre jour, ils ont tué quelqu'un. J'étais en train de prendre ma douche. C'était vraiment devant ma porte. Je suis sortie, j'avais du savon partout. J'ai pris ma fille, je criais. Et quand je suis sortie, j'ai vu le jeune mort. Ici, les gangs imposent leurs lois. Pour filmer, nous avons dû demander leur autorisation. Ils occupent la place vide laissée par l'État. Pour échapper à leur emprise, une seule solution. Les pasteurs. Oui, allô, c'est le pasteur. Comme Arnaldo Barros, celui qui prêche en prison. Vous êtes certain qu'ils ont émis un décret de mort? Oui. La faction veut le tuer. Oui. C'est cette femme qui vient d'appeler le pasteur. Il faut rester calme, ma sœur. Son frère a été condamné à mort par une faction, car il a blessé son épouse d'un coup de couteau. Il s'est caché dans la forêt. Ah, dans la forêt, c'est plus sûr. Pourquoi vous n'appelez pas la police au lieu d'appeler un pasteur? Parce qu'avec les factions, la seule solution, c'est d'appeler le pasteur Arnaldo. La police ne vient pas? Elle ne fait rien? Non. Avec les factions, vous savez. Bon, je vais aller le chercher. Que Dieu vous aide, pasteur. Il ne faut pas pleurer, ça ne sert à rien. Allez, on y va. La famille de l'épouse poignardée a fait appel à la faction pour obtenir vengeance. Presque tous les jours, nous recevons des appels comme celui-là. La plupart du temps, c'est des questions de vie ou de mort. Nous, on vient en homme de paix, on essaye de faire les intermédiaires. Après une demi-heure de recherche, le voilà, il sort du bois. L'homme s'apprêtait à passer sa deuxième nuit dans la forêt. Comment tu te sens? J'ai très peur. Pour le mettre à l'abri, le pasteur l'emmène chez lui. Et il va envoyer un message au chef de la faction. J'ai un service à te demander. Est-ce que le décret de mort est déjà passé au conseil? Comment on pourrait faire pour que la vie de cet homme soit épargnée? Enlève ta casquette. Il leur transmet également la photo du condamné à mort, pour leur montrer qu'il est désormais sous sa protection. Quelques jours plus tard, l'homme se rendra à la police. Depuis, il est en détention. Ce soir-là, allez, fin de la journée. Le pasteur lui a probablement sauvé la vie. J'ai discuté avec Cicero en prison. Et on m'a dit que c'était Tiao, le nouveau chef. Arnaldo Barros a 54 ans. Dans la région de Rio Branco, on le surnomme le pasteur du crime. Respecté par toutes les factions, il possède son propre programme télévangéliste. Il y fait la promotion de son église et de son combat pour sortir les jeunes du crime. À l'origine de son engagement, un drame personnel. Mon fils Everton a commencé à prendre de la drogue. Il est devenu accro. Et il est mort par overdose de cocaïne. Il avait 20 ans. Depuis, j'essaye de sauver les jeunes de la criminalité, pour épargner à d'autres parents ce que moi j'ai vécu, pour qu'ils ne souffrent pas comme j'ai souffert.
Aujourd'hui, il prétend avoir éloigné du crime organisé plus de 2000 personnes. Sa maison est devenue un refuge pour détenus en liberté conditionnelle, hébergés en échange d'un coup de main en cuisine ou au jardin. Chez lui, comme en prison, il convertit les délinquants pour les soustraire à l'emprise des clans. Viens là, mon frère. Bonjour. Bonjour. Tu es sorti quand de prison? Ça fait 6 mois. Cet homme se dit poursuivi par une faction rivale. Vas-y, rentre. Viens, on va enregistrer une vidéo. Une conversion en direct sur les réseaux sociaux. Tu es sûr de toi? Tu veux quitter le crime organisé? Oui, pasteur. Bonjour mes chéris, c'est le pasteur Arnaldo. Nous sommes ici en direct et je vais vous présenter ce jeune. Comment tu t'appelles? Maxwell. Quelle est ta faction? B13. Ferme les yeux, on va prier. Je veux déclarer quelque chose concernant cet enfant. Toute action maligne, toute action diabolique sort du corps, sort de l'âme, sort de l'esprit. Ça sort. 1, 2, 3, sois libéré de tout le mal. Au nom de Jésus. Le pasteur enregistre ensuite une vidéo envoyée directement au chef de la faction du jeune homme. Quel est ton surnom? China. Un matricule au sein de la faction? 1313. Et donc tu as décidé de quitter le crime? Oui, j'espère que mes frères comprendront ma décision. Et voilà. Pourquoi les organisations criminelles les plus dangereuses du pays se laissent-elles influencer par des pasteurs? Comment peuvent-elles accepter que leurs soldats désertent si facilement? Dans la prison Francisco de Oliveira, nous avons rencontré l'un des chefs du Comando Vermelho, l'un des groupes les plus puissants du Brésil, spécialisé dans le trafic de drogue et d'armes. Laisse-moi t'expliquer. Ici, sur Terre, même si règne la loi des hommes, nous croyons en Dieu, nous croyons au fait qu'il y ait une vie après la mort. La Bible nous dit, il y a une vie après la mort. Nous avons peur de Dieu et c'est pour ça que nous laissons les croyants tranquilles. S'ils quittent l'Église, par contre, nous les tuons. Il faut qu'ils restent dans la foi, ils ne peuvent pas boire, ils ne peuvent pas se droguer, ils ne peuvent rien faire. Il faut qu'ils suivent les règles de Dieu. On les surveille pendant 1 an. Dans le pavillon des détenus évangéliques, le jour du spectacle est arrivé. Jésus, pourquoi ont-ils tué mon fils? Parce qu'ils ont laissé le mal dominer leur cœur. C'est le quart d'heure de gloire d'Edson le braqueur et Jesse, le responsable du club théâtre. Tu dois comprendre que la seule façon de trouver la paix est de croire en Jésus. Avec 700 000 détenus, le Brésil est le 3e pays qui compte le plus de prisonniers au monde, derrière les États-Unis et la Chine. Un réservoir inépuisable pour les prédicateurs évangéliques. Copacabana, la plage mythique de Rio, attire tel un aimant les supporters du monde entier. Brasil, 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 Brasil. La fête autour des écrans géants et des fans français déjà prêts pour le match que l'équipe de France disputera mercredi prochain dans le stade de la ville. Les Bleus, vous avez intérêt à gagner, sinon je prends votre place. Je vous dis, j'ai toute la tenue chez moi. Je joue, le Maracanã, il est à côté là. Copacabana et ses 4 km de long, une vitrine pour des autorités brésiliennes soucieuses d'éviter le moindre incident. Chaque jour, 8000 policiers quadrillent le quartier, jusque sur le sable. La plage, c'est le terrain de chasse des sergents Souza et Lima, 2 hommes de la police touristique. Ils multiplient les contrôles, tous azimuts. Ces deux-là, on regarde s'ils n'ont pas de drogue sur eux. Mais pourquoi eux? C'est leur attitude, ils avaient l'air suspects. Cette police touristique existe depuis longtemps à Rio.
mais elle a été renforcée pendant la Coupe du Monde. Un peu plus loin, près des écrans géants, les agents sont appelés par des supporters argentins. Celui-ci leur explique qu'ils ont failli se faire voler un sac. Apparemment, il s'agirait d'un homme qui se fait passer pour un vendeur de paréo. Difficile d'identifier le voleur parmi la dizaine de vendeurs ambulants. Mais l'un d'entre eux va attirer l'attention des policiers. Hey, je veux pas être filmé, moi. Hein. La fouille ne donne rien, le vendeur repart, mais le sergent Lima a des doutes. Ce mec, il a très peu de paréo à vendre. C'est suspect. Moi, je pense qu'il n'est pas vendeur ambulant. Il est là pour dépouiller les touristes. Outre les voleurs, la police touristique surveille les sans-abri et les toxicomanes. Il y a encore quelques mois, des fumeurs de crack venaient dormir sur la plage de Copacabana. On est très attentif aujourd'hui, en particulier à la détention de drogue, pour ne pas donner une mauvaise image de Rio à l'étranger. La plupart des toxicomanes ont été repoussés vers d'autres quartiers. T'as quoi dans ton sac? Ton déjeuner? Mais certains d'entre eux reviennent par petits groupes squattés sur la plage de Copacabana. Un autre visage de Rio, à quelques pas des supporters. Si tout est calme pendant la journée, c'est le soir que les pickpockets préfèrent agir. Surtout lorsque le public a les yeux rivés sur le match. Première victime de la soirée, cette femme s'est fait voler son sac. On était avec 4 personnes. Et personne n'a rien vu, on s'est rendu compte de rien, on n'est pas d'ici. On vient d'Uruguay. J'avais tout dans mon sac, tout mon argent, mon passeport, mon téléphone, tout. Je vais vous expliquer. Vous devez toujours avoir votre sac très proche de vous. Oui, je sais, c'est ce que j'ai fait. Il était juste à mes pieds. Oui, mais même le sac par terre, c'est trop loin. Il faut l'avoir comme ça, collé au corps. Et vous le serrez contre vous. Des touristes étrangers en détresse, des voleurs qui s'en donnent à cœur joie, un cauchemar pour une police brésilienne sous haute tension. Un autre lieu préoccupe les forces de l'ordre. C'est le stade de Rio, le Maracanã. Ce soir-là, 20 000 policiers et militaires sont en alerte. Les supporters argentins affluent pour voir jouer leur équipe. À 600 mètres autour du stade, des barrages ont été dressés. Impossible de passer sans billet. Hey, j'ai pas mon passeport. On peut passer avec le billet? C'est bon, allez-y. La police vient d'apprendre que des manifestants anti-Coupe du Monde sont en train de s'approcher du stade. Plus loin, au bout de cette avenue, il y a un groupe de militants d'extrême gauche qui est en train de venir ici. J'attends les ordres. Dans l'immédiat, on maintient les positions autour du Maracanã. Et les troupes qui sont plus en avant se chargeront du premier contact. L'affrontement a lieu à 3 km du stade. Grenades assourdissantes, gaz lacrymogène. Les manifestants sont repoussés sans ménagement. On s'est approché de la limite définie par la FIFA. Au moment où on était tout près, ils nous ont jeté des lacrymos, des gaz irritants. Puis ils ont chargé, on s'est enfui, mais ils nous ont poursuivis. De tout cela, les supporters argentins n'ont rien vu. Maintenir la violence loin du mondial et du regard des étrangers, c'est l'un des objectifs de la police de Rio. Car pendant la Coupe du Monde, la guérilla urbaine continue. La ville compte plus de 1000 bidonvilles, les favelas. La police en contrôle à peine un tiers. Une opération de reconquête baptisée Pacification a pourtant été lancée ces dernières années, menée notamment par le major Camille Joubran. À 37 ans, elle dirige une unité de policiers tous volontaires, le groupement d'intervention tactique. En ce moment, avec la Coupe du Monde, il y a des risques de manifestations. Et les trafiquants peuvent profiter de cette situation pour reprendre le contrôle. On a reçu des dénonciations disant qu'ils allaient mettre le feu dans nos commissariats. C'est pour ça qu'on est dans une période critique. Les hommes du major Joubran se rendent à la Cité de Dieu, 50 000 habitants, l'une des favelas les plus grandes de Rio.
Le quartier est officiellement pacifié, mais les trafiquants de drogue seraient revenus ouvrir un nouveau point de vente. Vous les journalistes, restez bien proches de nous. Ne vous éloignez pas. Toujours proche de nous, ok? Des coups de feu. C'est le signal qu'utilisent les trafiquants pour prévenir de l'arrivée de la police. On progresse toujours pas à pas. Chacun protège l'autre. Après les tirs, une insulte en guise de bienvenue. Allez vous faire foutre! Il faut dire qu'en 10 ans, la police de Rio a tué plus de 10 000 personnes dans les favelas. Vous sentez l'odeur de la marijuana? Regarde là, c'est un emballage dans lequel ils mettent la drogue pour la vendre. Dedans, ils y mettent de la marijuana, de la cocaïne. Tiens, regarde, ils ont tout laissé sur place. Leurs clients la consomment ici même. Sauf qu'ils ont disparu. Quand on est entré, vous avez entendu le coup de feu, ils se sont enfuis. On va voir si on peut quand même trouver l'un d'entre eux. Drôle de face-à-face entre des habitants apparemment indifférents et des policiers sur les dents. Va là-bas, c'est bon. Il y a 2 mecs qui se sont enfuis par là. Ils sont peut-être armés. Imaginez quand il y a un échange de tirs avec la quantité de civils qu'il y a dans la rue. Parfois, on ne peut même pas répliquer parce qu'on doit faire gaffe aux civils. Une démonstration de force, mais aucune arrestation. Le groupe quitte les lieux avant le coucher du soleil. Notre présence, ça sert au moins à montrer que la zone n'est pas abandonnée. On est les seuls représentants de l'État à venir ici. Dans ce quartier, il n'y a rien. Pas d'égout, pas d'eau courante, pas d'école. Au moins, nous, on est là. Ces policiers sont payés près de 1 000 € par mois. C'est plus que le salaire moyen au Brésil, qui est de 700 € par mois. Pendant la Coupe du Monde, ils sont astreints 24 heures d'affilée et dorment à leur base. Alors, il y a combien? 5-1 pour la Hollande. Mais vous allez pouvoir la voir, cette Coupe du Monde? Ah, c'est clair que non. Malheureusement, mais bon, on tentera au moins de voir la finale. À Rio, la police a concentré son action sur les favelas situées près des plages et autour du Maracana, les lieux les plus fréquentés par les visiteurs. La violence a reculé vers la périphérie de la ville. C'est là que s'apprêtent à intervenir les hommes du Corée, le raid brésilien. Des policiers d'élite qui nous ont autorisé exceptionnellement à les accompagner. Tu sais, pendant la Coupe du Monde, les trafiquants sont toujours là. Les criminels continuent à faire des braquages dans la rue. Et notre boulot, c'est ça, agir pour empêcher qu'ils ne prennent le dessus dans notre ville, Rio de Janeiro. Et vous aimez ça? J'adore ça. Tout le monde ici, d'ailleurs. La mission se déroule le petit matin. Ils doivent se rendre à une vingtaine de kilomètres du centre de Rio. Pour éviter les fuites, Luciano, le chef de groupe, n'apprend qu'une fois en route la destination exacte et l'objet de la mission. Ok, alors c'est parti pour le quartier du Morro da Pedreira, ça marche. Mais je ne sais pas s'il y aura des tireurs par là où on va passer. Ils vont devoir sécuriser un quartier pour permettre à la police judiciaire d'enquêter sur un meurtre. À peine arrivé, premier coup de feu. Apparemment, le tireur est un guetteur sur une moto. T'as vu la moto? Tu l'as vu? Avance, avance, t'arrêtes pas. Ils se sont enfuis avec la moto. T'as vu la moto là-bas? Allez, on s'arrête ici. Et on fait gaffe aux barricades. Impossible de savoir exactement d'où viennent les tirs. Mais il faut évacuer tous ceux qui sont dans la rue. Chaque véhicule devient suspect, comme cette camionnette. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de tirs et des enfants dans la rue. On a dû les mettre à l'abri pour les protéger. Venez par là. Venez, venez, restez pas en arrière.
Les policiers font le tour du quartier. Allez les enfants, rentrez chez vous. Quand on est rentré, j'en ai vu un s'enfuir, son fusil à la main. Il a réussi à disparaître. Et vous a échappé alors? Ouais, malheureusement, ouais. Mais l'objectif est atteint. La police judiciaire peut enfin venir faire son enquête en compagnie de cet homme en t-shirt blanc, le témoin d'un crime qui s'est produit le long de la voie ferrée. Un tel dispositif de soutien, c'est énorme. C'est toujours comme ça? Bien sûr, c'est le cas à chaque fois qu'on se trouve proche d'une zone critique, dominée par le trafic de drogue. Et cette favela, elle est contrôlée par les dealers. Et celle-là en face aussi, elle est contrôlée par le trafic. Là encore, face à un ennemi invisible, les policiers ne resteront que peu de temps sur place. Ils repartent la main sur la gâchette. À Rio l'an dernier, il y a eu 4700 homicides. C'est dans cette ville que se déroulera dans 3 semaines la finale de la Coupe du Monde.